Nous sommes donc le 27 octobre 2018. Ce même jour, en 2002, Luiz Inácio Lula da Silva était élu président de la République brésilienne. À l'heure qu'il est, il croupit en prison et à sa place un candidat d'extrême droite. Le sinistre Jair Bolsonaro s'apprête à prendre le pouvoir, ce qui signifie à peu de choses près que nous sommes foutus, car nous serions bien naïfs de croire que cette situation ne nous concerne pas, nous aussi, et ne constitue pas à plus ou moins long terme notre propre horizon. Ce même jour, mais pas la même année, vous l'aurez compris, Louis XIV racheta Dunkerque à l'Angleterre. On suppose qu'à l'époque, on y buvait les meilleurs caipirinhas du pays. Le MEDEF, le mouvement des entreprises de France, syndicat minoritaire et malveillant, fut fondé et la République catalane proclamée. Autant dire qu'aujourd'hui, tout peut arriver. On n'est jamais à l'abri d'une tuile, d'une soirée entre amis, comme c'est le cas ce soir, ou d'une révolution, tenez-vous-le pour dit. Pourquoi le Brésil, aurait dit Christine Angot? C'est aussi la question que je me suis posée, dont j'ai fait part voici quelques jours à Francis. Pourquoi consacrer même modestement un billet d'humeur à la situation du pays, plutôt qu'à celle de l'Italie par exemple, et qui récemment, elle aussi, a pour ainsi dire basculé? Un bref élément de réponse. La semaine passée, je suis allé au rassemblement qui à Paris se tenait en solidarité avec le peuple brésilien. L'occasion d'y retrouver quelques amis croisés pour certains sur à peu près toutes les luttes avortées et tous les combats perdus de ces 15 dernières années. Ça s'appelle l'histoire de la gauche. Je ne prétends pas être un militant acharné, j'ai bien suivi quelques drapeaux, le plus souvent parce qu'il y avait une fille dessous. Mais enfin, du haut de ma toute petite expérience, quelque chose m'a frappé. L'impression, la conviction plutôt que cette fois, les planètes s'alignaient pour construire des lendemains ignobles. Non seulement Bolsonaro n'est pas le premier salaud à accéder aux commandes d'une grande puissance, mais il est de mémoire récente le pire d'entre eux. Son probable succès à la présidentielle de demain validerait le triomphe un peu partout dans le monde d'un néofascisme validé, soutenu même par les places financières et hors même des frontières du Brésil. La politique environnementale envisagée par Bolsonaro pourrait faire frémir jusqu'aux climato-sceptiques. J'en étais donc là de mes réflexions, de ma panique plutôt, et tandis que je me lamentais sur notre propension à porter au pouvoir en fait d'hommes providentiels des exécuteurs testamentaires, j'en venais à me demander s'il n'y avait pas dans cette incapacité, la nôtre et mienne tout à la fois, à réagir, outre la stupeur d'usage, une part de fascination. Quelque chose comme la fierté de se voir embarqué dans une grande aventure, fût-elle funeste, et le luxe inédit dans l'histoire de voir coïncider à quelques siècles près sa propre finitude et celle de son espèce. Moi qui me réclame de l'avant-garde éclairée de la tristesse, je le confesse, je nourris probablement quelque attrait pour la collapsologie et plus généralement toutes les sciences morales et poétiques de l'effondrement. Peut-être nous sommes-nous, et certainement me suis-je un peu trop gargarisé de récits d'apocalypse. Il est temps, s'il est encore temps pour quoi que ce soit, de changer son fusil d'épaule. J'en fais donc le vœu ce soir avec vous. Je sais que le chemin sera long et que ce vœu est pieux et qu'il n'engage à rien, mais enfin haut les cœurs, et j'adresse mes pensées fraternelles au peuple brésilien pour l'épreuve qu'il attend, probablement, sans doute. Après tout, un miracle est peut-être possible. En revanche, vous l'aurez bien compris, pour ce qui est de l'engagement qui consisterait à cesser de tout ramener à soi, ce sera pour une prochaine fois. Par bonheur, ce soir, je ne suis pas seul à cette table et nous en venons donc au traditionnel tour d'horizon des sorties en salle. Nous avons prélevé pour vous, chers auditeurs, 4 propositions de cinéma, comme on dit dans le jargon, 4 films signés par des auteurs que nous avions à l'œil et présentés à Cannes, 3 en sélection officielle et le 4e à la quinzaine des réalisateurs. Et pour en parler ce soir, des critiques tout-terrain, rompus au climat les plus extrêmes, certains seraient allés, me dit-on, dans le sud de Paris. Parmi nous donc ce soir, Clément Deléchaud. Bonsoir Clément. Bonsoir. Marine Quinchon qui fait son grand retour sur ses ondes. Bonsoir Marine. Bonsoir. Ravi de te retrouver. Et un autre de nos habitués, Corentin Lay. Bonsoir Corentin. Salut Thomas. Sans transition, le premier film de notre table ronde, le retour de Lars von Trier, autour de la figure d'un tueur en série et en 5 incidents, plus un épilogue. Comprendre 5 crimes prélevés dans sa riche carrière, humour à froid et violence frontale, aparté philosophique et considération sur l'art sont au programme. Au casting, Matt Dillon, mais aussi Bruno Gantz et Uma Thurman. Le film signait le retour, si ce n'est en grâce, tout du moins en sélection officielle de Lars von Trier, 7 ans après Mélancolia, et une conférence de presse qui lui avait valu d'être chassé de Cannes et qui, accessoirement, lui avait sans doute coûté la Palme d'Or. Le matin de la projection cannoise cette année, je n'en menais pas large. Depuis la séance de la veille, la rumeur promettait un film insoutenable. La rumeur, sans mentir tout à fait, exagérée sans doute. Qu'en pensez-vous, Marine, peut-être ? Oui, la rumeur était largement... le film est frappé d'une interdiction au moins de 16 ans, qui est à mon avis pas forcément nécessaire. C'est beaucoup moins gore que ce à quoi on aurait pu s'attendre quand on pense à un tueur en série mis en scène par Lars von Trier. Ce qui est déjà une promesse, effectivement, oui. Oui, après, il a une manière de le montrer qui est toujours dans une espèce de second degré, un peu comme si... il filmait des caméras cachées, mais avec un psychopathe à la place de François Damien, quelque part, qui fait que peut-être c'est un peu gênant. Je n'avais pas du tout envisagé sous cet angle-là, mais c'est une façon de voir les choses. Oui, parce qu'il y a un côté comme ça, un peu par épisode, très réaliste aussi dans la manière dont il veut filmer ses échanges avec ses victimes. Et en fait, finalement, le fait que ce soit divisé en petits chapitres comme ça rend le truc... Pour lui, c'est presque un exercice amusant, quoi. Lui, il range ses meurtres
comme des performances artistiques. Alors à chaque fois c'est un peu différent, c'est un tueur en série mais qui a pas le même mode opératoire, donc pour le spectateur aussi c'est un peu moins ennuyeux, c'est vrai, on va pas se le cacher. Et finalement tout ça est une espèce de digression. Moi j'étais dans une salle qui a beaucoup ri en fait pendant le film, et j'ai pas entendu, personne n'est sorti, personne n'a hurlé. C'est intéressant, c'est parce qu'à Cannes, quelques spectateurs sur les séances ont pu sortir, et peu ont ri, si je ne m'abuse. Je sais pas, Corentin, Clément, vous aviez vu le film à Cannes, si je ne m'abuse. Avec Corentin, on n'a pas vu le film dans la même salle. Moi, la moitié des spectateurs sont partis assez tôt. Corentin ? Je me rappelle plus bien, mais je n'ai pas l'impression qu'il y ait tant de personnes que ça qui soient sorties. Après, est-ce que les gens ont beaucoup ri ? Je suis pas sûr. Il y a peut-être cette appréhension aussi qui fait qu'à Cannes, on prend un peu du recul par rapport à ce qu'on voit, qu'en salle, peut-être il y a moins. Et alors, au-delà de ce recul nécessaire, qu'est-ce que tu as pensé du film ? Moi, j'ai beaucoup ri. Voilà. C'est donc une comédie, étonnement. Mais l'analogie avec François Damiens, du coup, prend tout son sens. Oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est un peu une comédie noire, une espèce de truc complètement grotesque, nihiliste. C'est tellement abusé dans tous les sens du terme. Il tire tellement tous les pôles qu'on puisse. Il tire un peu toutes les cordes. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que c'est pas ce qu'on voit. Trucider les gamins, c'est pas drôle, mais il y a une espèce de recul ludique qui fait que si en fait ça le devient, c'est-à-dire qu'on se dit qu'est-ce qu'il va faire de plus horrible que la scène précédente. Comment il va procéder en plus, comment il va s'y prendre. Voilà, donc c'est pas un film qui va. Le film s'amuse à retarder le moment de l'impact aussi assez régulièrement. Oui, voilà, c'est vraiment un film un peu amusant à regarder en fait. Il faut avoir un peu le recul pour je pense apprécier le film. En fait, ce qui est intéressant, c'est que Lars von Trier, j'ai l'impression, prend pas du tout au piège son spectateur. Au contraire, il l'implique dans une espèce de jeu un peu sadique. Il l'invite, il le questionne. Alors il y a ce double personnage en fait qui parle dans sa tête, mais en fait il parle qui est donc interprété par Bruno Ganz. Voilà, il y a deux personnages qui se répondent sur le même modèle que Nymphomaniac. Ça, je trouve que c'est bien parce que ça crée un dialogue, et nous aussi forcément on est impliqués. C'est comme si on répondait aux exactions qui étaient commises. Et puis de toute façon, moi Lars von Trier, je le vois plus comme quelqu'un qui fait peur ou qui choque. Là on est de l'ordre, je sais pas, de l'oncle bourré du Réveillon, qui va dire n'importe quoi et qu'on va prendre du plaisir à contredire, à souligner les absurdités. Alors nous avons donc ici l'oncle bourré du Réveillon, là François Damiens. Clément, peux-tu évoquer le film sans utiliser le mot catabase ? Oui, ça va être difficile. Allons-y. Je suis assez surpris de ce que disent mes collègues en fait. Je trouve le film vraiment excellent. Mais j'ai pas ri une seconde en fait. Je n'ai vraiment pas ri devant le film. Peut-être que c'est dû justement à ma salle qui était peut-être un peu plus facilement choquable. Et alors faut pas dire donc le film tu as le droit de dire catabase si tu le souhaites. Non, bien sûr que non, mais je vois plus que l'oncle bourré, je vois vraiment ça comme un film de petit garçon triste. Je trouve le film finalement assez triste, moi. C'est-à-dire cette idée que l'art est forcément l'art, puisque le tueur en série incarné par Matt Dillon considère que finalement la pulsion artistique prévaut au reste et prévaut surtout à la morale, ce qui lui permet justement de tuer sans avoir véritablement de remords, ou en tout cas de considérer que de toute façon la pulsion prévaut à tout, en tout cas la pulsion artistique. Je trouve ça assez triste. Je trouve ça ce qu'en fait Lars von Trier n'est pas nécessairement triste, mais quand on voit justement à quel point son art a l'air pour vraiment Lars von Trier, puisque évidemment Jack, personnage du film, c'est Lars von Trier sans qu'il y ait vraiment d'ambiguïté là-dessus. Tout un discours d'ailleurs sur l'œuvre passée de von Trier, peut-être ses sorties polémiques également, une façon de s'excuser sans le faire tout à fait. Voilà, c'est-à-dire l'absolution impossible, puisque de toute façon il restera un sale gamin, moi me touche énormément, mais ne me fait pas du tout rire. C'est-à-dire on voit quand même une insatisfaction du réel et une impuissance face aussi à un monde qui bouge chez Lars von Trier, face au féminisme et au mouvement MeToo par exemple. On sent qu'il est quand même dans un système un peu passé, et cette impuissance face au réel, moi, me parle beaucoup, justement à la fin avec la descente aux enfers finale, que je ne veux pas dévoiler, mais voilà, je trouve le film plus triste
plus triste qu'autre chose. Et ça m'étonne un peu, mais je trouve que ça montre que c'est une œuvre importante, puisque même si je pense qu'il faut quand même la resituer. Ça me semble difficile de pouvoir apprécier ce film si on le resitue pas quand même dans le contexte de production et dans la carrière de Lars von Trier. C'est un film d'ailleurs qui réutilise à un moment donné un certain nombre d'images tirées des précédents films de Lars von Trier. C'est quand même un film de réaction, je pense. Ce qui en fait un objet fascinant et ce qui en fait une tentative d'absolution avortée en fait. Mais voilà, je vois pas ça comme une comédie, même une comédie noire, quoi. Et l'interdiction à moins de 16 ans, moi je la trouve pas choquante. Corentin ? Mais genre, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut on arrive en 2 heures, enfin un peu plus de 2 heures, à rire de choses horribles et à tout de suite voir en fait l'espèce de versant, le négatif de tout l'aspect grotesque de ce truc, qui est de dire qu'en fait c'est vraiment une histoire d'addiction. Et là oui, ça devient touchant, je pense, dans un second temps. Il y a plusieurs couches, c'est ça qui est intéressant. Marine ? Oui, alors effectivement, c'est pas une grosse comédie, hein, faut pas laisser croire ça aux c'est pas auditeurs. précisément Le Grand Bain. Si vous voulez aller voir une chouette comédie, par exemple, Le Grand Bain, c'est une chouette comédie. C'est plus drôle que Monquette de revanche, François Damiens. C'est faux. Effectivement. Ça, je peux pas me prononcer, j'ai pas vu, mais Marine. Mais par contre, il y a quand même une forme de distance qui pose par rapport. C'est un film sur le sadisme, sur la manière dont il devient de plus en plus. Parce qu'au début, finalement. Le premier meurtre, il est impulsif, mais après, c'est beaucoup plus réfléchi déjà. Oui, il y a même un meurtre. Enfin, on va pas vraiment dévoiler la mécanique de la scène parce que ça fait partie de l'horreur de la situation, aussi de la mécanique comique propre à la scène. Il y a même un meurtre au cours duquel il a l'air d'être pris de remords. Enfin, c'est pas très clair au début. Oui. Et donc, en fait, c'est parce qu'il met quand même suffisamment de distance. C'est peut-être ma foi fondamentale en l'être humain qui me pousse à faire cette interprétation. Mais... Non, mais même s'il se met en scène et qu'effectivement il fait plein de références, c'est quand même très difficile de rater les références à ses films précédents, ou même au problème qu'il a eu lui à titre personnel, notamment je pense à la manière dont il avait parlé d'Hitler ou des choses comme ça. Ça réapparaît dans ce film et c'est vrai qu'il y a un petit côté comme ça. S'il vous plaît, pardonnez-moi. Il faut essayer de me comprendre. Il faut que j'aille plus loin. Il faut que j'aille plus loin que les autres parce que les autres ne le font pas. Enfin, il y a quelque chose comme ça quand même. Bien sûr. Et il continue à essayer de repousser ses limites tout en s'en excusant, sans s'en excuser. Enfin, le discours est un peu complexe de ce point de vue-là. Je pense qu'il est son propre problème et sa propre solution. Après, c'est ce qui est fascinant. Le choix de prendre Matt Dillon comme acteur, je pense que c'est pour aider quand même aussi à rendre le film justement. Réussir à avoir davantage de distance par rapport au personnage. C'est un acteur qui est quand même assimilé à des choses assez... Enfin, de l'horrifique fun, entre guillemets, quoi. Enfin, moi, en tout cas, ce qui me concerne, quand je vois Matt Dillon, je me dis, tiens... Je suis en sécurité. Voilà un garçon très sympathique. Je monte dans son camion. C'est pas un très grand... Enfin... Peut-être que je... Non, mais il n'a pas été choisi pour être... C'est pas un très grand être... acteur, en fait. Là, ça me fait un peu penser au choix que pouvait faire Kubrick quand il prenait... Ryan O'Neal par exemple, qui sont des acteurs assez corvéables, quoi, où justement ils ont un peu un caractère presque, c'est des éponges un peu, on peut leur faire un peu ce qu'on veut. Non, c'est pas ça. Moi j'aime beaucoup l'idée d'avoir pris un acteur qui a pas du tout une image intello en fait. C'est un plouc, en fait, c'est juste un hérostrate, quoi. Enfin, c'est quelqu'un qui a envie de faire quelque chose de grand, qui est un peu au-delà de. Voilà, mais qui est pas. Il n'est pas très intelligent, ce personnage. Le personnage est même assez franchement misérable, oui, voilà. Il faut le dire. Bon, eh bien, chers auditeurs, vous pourrez vous faire votre avis en salle, puisque le film est visible depuis le 17 octobre. Et je vous propose dès à présent que nous fassions une courte pause musicale, très courte pause musicale, qui va nous entraîner tout naturellement vers le film suivant de cette table ronde. Dwa serduszka, 4 oczy, oj, 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 co płakały we dnie w nocy. Oj, 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 czarne oczka, co płaczecie, że się spotkać nie możecie, że się spotkać nie
De retour sur Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste 89.4. Longtemps, je me suis couché de bonne heure. Thomas Fou au micro, en compagnie toujours de l'équipe des Fiches du cinéma. Et à l'instant, nous écoutions une interprétation solo et a cappella de Dva Zeruska, extraite de la bande originale de Cold War. Et nous y venons justement. Quelle étrange carrière que celle de Pavel Pawlikowski après la fin du 5e, adaptation assez loupée du roman de Douglas Kennedy. Il faut dire qu'on ne partait pas de très haut. Et l'aimable Ida, véritable triomphe public, voici venir Cold War, dont il reconduit notamment le très beau noir et blanc. En quelques mots, nous sommes en Pologne en 1949. Victor participe à l'ouverture d'une école de musique à laquelle s'inscrit la jeune Zula, ravissante et dotée de surcroît d'une voix exceptionnelle. Ils entament bientôt une liaison. Alors qu'est-ce que je raconte pas? On va essayer de ne pas trop défricher le terrain. À quelques temps de là, je vais quand même continuer un petit peu. Zula, sincèrement amoureuse, avouera à Victor qu'elle l'espionne pour le compte de sa hiérarchie. Et quelques années plus tard, en concert à Berlin-Est en 1952, donc, ils projetteront de fuir ensemble pour passer à l'Ouest. Je me fie à vous, je ne vais pas plus loin dans le résumé, je ne précise pas outre mesure les codes du mélodrame. Un film simple et beau qui capture l'essence d'un grand drame romanesque dans le petit flacon d'une ritournelle. Je reprends ici les mots de Nicolas Marcadet, notre cher rédacteur en chef. Messieurs, dames, je vous passe la parole. Qu'en avez-vous pensé ? Clément ? Moi, je vais dire que je suis d'accord avec mon rédacteur chef. Non, en fait, tu m'as un peu volé mais ce que je voulais dire dans ton introduction. En fait, Pawlikowski, il a quand même une carrière hyper erratique et comme beaucoup pensaient que Ida c'était son premier film puisque c'était le vrai premier succès. Cold War, je pense que si c'était son deuxième film ça serait très réussi. Je suis un petit peu plus mitigé, je trouve le film très beau. Je lui reprocherais ce qui fait sa qualité première, je pense, c'est sa simplicité totale. Ce qui est très beau, donc je pense que c'est l'intérêt principal du film, c'est ses ellipses. Parce que donc, du coup, c'est un récit finalement au long cours. C'est une sorte de petite fresque très insignifiante dans ce qu'elle montre, en fait. Parce c'est toujours l'histoire avec un petit H dans l'histoire avec une grande H. Donc, j'ai l'impression qu'on peut picorer un peu. Le film est très court, très simple, et on peut picorer un peu chaque vignette, chaque scénette, selon ce qu'on aime ou pas, selon si on a envie de voir tel type de romantisme ou un autre genre, si on a envie de les voir se déchirer ou s'aimer. Je trouve le film très, très beau et très indolore à la fois, en fait. Donc c'est assez compliqué. Voilà, ce qui est évidemment réjouissant, c'est la représentation d'un amour essentiel, enfin immanent, comme je trouve ça très beau, c'est-à-dire cette idée que rien ne pourra jamais les séparer, c'est des choses qu'on voit assez peu. Même un rideau de fer, même un contexte géopolitique absolument improbable. C'est des choses qu'on voit finalement assez peu maintenant dans le cinéma où la mode du mélodrame est quand même... le mélodrame est devenu un peu décati. Ça c'est quand même... rien que pour ça fait plaisir en fait. Qui veut rebondir ? Oui, Corentin. Peut-être pour préciser ce que vient d'évoquer Clément, c'est un film qui en fait donc à chacune de ces scènes laisse écouler un certain temps, limite presque pas à chaque plan, mais quasiment, disons, les scènes durent 2 minutes et puis après on passe quelques mois après, quelques années après, on sait plus trop. Il y a un rythme qui est en même temps très rapide et en même temps. C'est très elliptique. Le récit ne redouble pas forcément ces scènes, ce qu'on peut reprocher à un certain nombre de films de temps en temps, de nous montrer des choses qu'on a déjà vues, qu'on a déjà compris. Il joue quand même sur parce que la très belle idée du film, c'est une chanson populaire qui subit des variations par rapport à l'époque, par rapport au style musical, donc une chanson populaire folklorique qui devient un standard de jazz, qu'il y a une sorte de variété reprise en français. C'est une très belle idée musicale en tout cas. Il y a des choses très intéressantes. Enfin, visuellement, le film, forcément, il est assez beau, c'est fait pour. Parce que j'ai vu ça et là des gens reprocher au film sa beauté. C'est-à-dire, il nous a encore un peu emmerdé. Pawlikowski, il a encore fait des beaux cadres et soigné son noir et blanc. Quelle ordure. Mais je trouve ça encore plus beau. Est-ce qu'on peut reprocher vraiment Oui, non, je pense pas. Hein. On peut reprocher pas mal de choses au film, je pense, mais je vais y venir. Mais il y a une beauté dans le film qui est assez indéniable, qui, je pense, revigore un peu le style qu'a été le succès d'Ida, en fait, qui moi je trouvais un peu figé, un peu morne, qu'au final, ça desservait un peu le film. Là où je pourrais avoir plus de reproches sur le film, c'est justement sur ce récit en ellipse, en fait, qui en fait je trouve crée des capsules temporelles un poil détachées les unes des autres, qui moi du coup crée une distance. C'est-à-dire que le fait d'avoir tout le temps des ellipses systématiques en fait à chaque fois,
ça me sort un peu à chaque fois dans la scène dans laquelle je voulais rentrer en fait. J'ai pas le temps de me poser, de prendre l'ambiance du décor parce que c'est tellement magnifique que j'ai envie de rester là en fait. Et à chaque fois on m'emmène ailleurs, mais non, t'es dans un train, bah non, là on va à Paris, là, enfin. C'est voilà, et en même temps je trouve que moi j'aimerais être plus pris dans la durée par les scènes, et je trouve que justement ces ellipses systématiques qui créent des capsules, ça en même temps ça, je trouve que ça crée un espèce de rapport confortable au film, c'est-à-dire qu'on n'est jamais secoué, il y a pas vraiment de rupture, ça s'écoule lentement en fait, donc on est sur notre siège. Tout se passe très bien. On voit un mélodrame classique assez joli, mais il n'y a pas de moment où j'ai envie que mon siège se secoue, qu'il se passe quelque chose en fait. Et moi, je suis resté un peu. Futuroscope. Ouais, je préfère le Futuroscope. Non, mais je trouve que voilà, ce récit, ces récits encapsulés. Ça crée ça te tient un peu à distance, à la fois dans une situation de confort et de distance. C'est ça, en fait. À l'égard du récit et des personnages. Je vois un beau catalogue où on tourne les pages comme on tournerait, chaque ellipse c'est une page tournée, puis on suit le catalogue, et en même temps ces ellipses sont linéaires, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de retour en arrière, c'est très linéaire, et du coup j'ai l'impression de voir la version courte d'un plus grand film en fait. Oui, moi je m'attendais à ce que le film soit assez long au vu de son sujet. J'avais les attentes d'un format lambda de mélodrame, ce qui n'est pas le cas. Effectivement, le film est assez resserré, il doit être autour d'1h25, 1h30. Marine ? Même moins que ça, je crois que c'est 1h20, 1h15, 1h20. Moi, ça fait partie de mes coups de cœur, le Cold War de Cannes. D'abord parce que je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus austère, de quelque chose de beaucoup moins romantique en fait, par rapport à Aïda. Qui était encore pas mal dans ma tête, et je trouve que c'est un film très très romanesque malgré ce formalisme qui est extrême. D'abord c'est du noir et blanc, mais c'est aussi un noir et blanc qui est carré, ce qui est pour le coup assez important dans le film, c'est-à-dire que en fait moi je me suis plongée dans chacun de ces cadres, et il bouge très peu sa caméra, c'est quasiment du plan fixe à chaque fois, carré, et il y a plein de choses à picorer dedans, à aller chercher. Et en fait, c'est comme une forme d'auto-hypnose. Je trouve chaque fois, chaque scène, on plonge dedans. Et après, que ce soit détaché des autres, c'est pas si grave. Parce qu'en fait, le film fonctionne pas sur les mêmes ressorts dramatiques qu'un film classique, qu'un drame classique. Et par ailleurs, je trouve que les acteurs sont magnifiques. Les deux acteurs, ils sont formidables. On y croit à 300% à leur relation amoureuse. Jeanne qui est en train de percer, qui fait la une des magazines féminins, maintenant des hebdos et mensuels féminins en France. Enfin, c'est très étonnant la carrière de Pawlikowski et des acteurs, actrices qui l'accompagnent. Il a trouvé un système aussi, le système, son formalisme est le même que dans. Alors est-ce qu'on peut déjà parler de système au deuxième film Là c'est exactement la même chose, le format, la couleur, l'austérité un peu apparente, et juste voilà le récit pas du tout le même. Mais Marine insistait sur le fait, développer l'idée sur laquelle, là en l'occurrence, il y avait un souffle romanesque, ça respirait, que c'était moins austère en tout cas. Ce qui est contenu dedans change radicalement. Il y a beaucoup de choses, moi je trouve que c'est très différent, de ce qu'il met dans son cadre, c'est très différent, je trouve, dans celui-ci, parce qu'il essaie d'y mettre beaucoup de choses. Et puis il y a aussi effectivement le travail sur la musique qui est très intéressant. Moi j'adore les musiques populaires, donc ça. Oui, ça s'ouvre là-dessus sur un personnage qui est une sorte d'Alan Lomax d'Europe de l'Est, et qui part à la rencontre des paysans, des gens du cru, pour opérer des enregistrements et essayer de repérer, de sauver le patrimoine local, c'est-à-dire les chansons traditionnelles. Ouais, il y a un côté presque documentaire au début du film, parce qu'il filme tous ces groupes en fait qui font de la musique traditionnelle, des musiques différentes, 50 ou à deux ou avec un instrument ou pas, et qui nous met dedans, je trouve. Et moi c'est après seulement qu'intervient l'histoire d'amour, c'est pas quelque chose qui arrive tout de suite, et le glissement, je le trouve très très naturel. C'est l'histoire d'amour, elle accompagne l'histoire de la musique, et il y a qu'il y ait des ellipses, moi ça m'a pas du tout dérangé. Alors là, au contraire, ça fait un film qui dure 1h20, ce qui est une bonne durée pour un film, je le rappelle. Très bien. Eh bien, Cold War est donc en salle depuis le 24 octobre. Je précise que le film a effectué un très beau démarrage en début d'exploitation cette semaine. Donc, il pourrait égaler en fin de carrière les quelques 500 000 entrées de Ida. C'est, quoi qu'il en soit et quoi qu'on en pense, tout le mal qu'on lui souhaite. Et je vous propose à présent, tu parlais justement de cette musique populaire, de ces chants traditionnels.
qui nourrissent le film. Il leur arrive d'être un peu plus orchestrés, de façon un peu plus orchestrale, oui. Je vous propose à présent justement que nous fassions une courte pause musicale pour nous replonger dans cette bande originale et on se retrouve dans un instant pour la suite de notre table ronde. De retour sur Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste 89.4. Longtemps je me suis couché de bonne heure, Thomas Fou au micro en compagnie de l'équipe des Fiches du cinéma. Et à l'instant nous écoutions une interprétation, cette fois-ci orchestrale et en chœur, extraite toujours de la bande originale de Cold War. Nous l'évoquions l'instant d'avant. On poursuit à présent avec le nouveau film de Pierre Salvadori, En liberté, qui a été présenté cette année à la quinzaine des réalisateurs. Petit pitch en quelques mots. Inspectrice de police, Yvonne est la jeune veuve d'un héros de la police, justement, tombée dans l'exercice de ses fonctions. C'est du moins ce qu'elle croit jusqu'au jour où elle découvre que ce dernier était un ripou et qu'il a notamment envoyé un innocent derrière les barreaux. Celui-ci va être libéré sous peu et Yvonne, qui se sent coupable, se met en tête de simplifier sa réinsertion, sauf qu'Antoine, innocent condamné à tort, a décidé dorénavant de se comporter en authentique délinquant. C'est avec Adèle Haenel, Pio Marmaille, Audrey Tautou, Damien Bonnard et Vincent Elbaz, et c'est en salle à partir de mercredi prochain. Le titre de travail dans Liberté était Remise de peine, très beau titre je trouve, et qui soulignait finement ce qui traverse le film et plus largement l'œuvre de Salvadori, la circulation des affects, des sentiments, de la tristesse, de la culpabilité et pourquoi pas du pardon aussi dans les consciences, et puis d'un personnage à l'autre. Alors je vous pose la question, Salvadori a-t-il, une fois encore, sauvé l'honneur de la comédie française ? Qui veut ouvrir les hostilités ? Marine. Je me lance alors. Oui, moi j'ai adoré le film. Je trouve que c'est un film qui a le mérite d'être intelligent et puis surtout d'être un film où tout le monde se veut du bien. C'est des personnages qui sont tous, à part le personnage du mari qui est décédé, qui revient un peu par flashback et qui est donc interprété par Vincent Elbaz, si je me souviens bien. Qui est, lui, donc c'est le ripou, mais en fait il ne fait pas partie, il est plus dans le jeu. Il est déjà évacué de l'équation en tout début de film. Voilà, tous les autres personnages, ils ont envie de se faire du bien, ils ont envie que ça aille mieux les uns pour les autres, et je trouve que ça amène dans le film une espèce de douceur en plus des ingrédients de la comédie un petit peu classique entre guillemets, même si il y a plein de très très jolies idées dans ce film, qui fait que moi je me suis complètement attachée à tous, que ce soit la veuve, celui qui sort de prison, dont je me souviens plus le nom. Antoine, qui est donc interprété par Pio Marmaille. Il y a le jeune collègue amoureux, aussi, désespéré d'Adèle Haenel, qui est joué par Damien Bonnard. Donc voilà. Ouais, l'excellent Damien Bonnard. Et tous ces personnages, je trouve qu'il y a une forme. Le réalisateur a tellement d'empathie pour eux et de sympathie, les deux, qui se mêlent, que nous, moi j'ai marché en tout cas.
J'avais envie qu'ils soient heureux à la fin du film. Tous, hein, tous les personnages, tous j'avais autant envie qu'ils qu'ils sont. soient tous très heureux. Les coupables et les l'équipe innocents. technique, L'équipe technique, Et c'est un film, et c'est les un film qui m'a spectateurs aussi... et puis le monde autour de la salle de cinéma. C'est ça, et c'est un film qui m'a aussi beaucoup fait rire. Il y a quand même quelques scènes qui sont délicieuses, quoi. Il y a la scène où, alors sans trop en dire, où Damien Modard fait une déclaration à Adèle Haenel, enfin le personnage de Damien Modard fait une déclaration à En plein commissariat, si je ne m'abuse. Voilà, c'est en termes d'écriture de dialogue, moi j'ai trouvé ça vraiment magique, très très, voilà, très sincère et très drôle. Il y a des scènes qui sont, enfin je pense à celle du taxi où il chante la Ziza ou des choses comme ça qui sont plus triviales, qui sont peut-être moins. J'ai failli la programmer ce soir, la Ziza, et puis j'ai hésité, j'aurais dû tenter le coup, mais. Ça marche toujours avec Mais moi. oui. Et voilà, le film est vraiment ponctué, il n'y a pas de baisse de rythme, moi je trouve, dans ce film, ce qui fait qu'on arrive au bout, et le film a remporté le prix français là, à la quinzaine, et c'était mérité, je trouve. C'est dur de faire une comédie intelligente aujourd'hui. Donc, Est-ce qu'on est tous dans la team Salvadori autour de cette table, Clément? C'est-à-dire, s'il y a bien une zone de non-droit qui existe, c'est bien celle de la comédie française. C'est-à-dire, il y a des exactions à l'appel, quoi. Donc, c'est évidemment que c'est vraiment réjouissant, que c'est un film vraiment extraordinaire en liberté. Et ça prouve bien que le rire est jamais aussi beau qu'à sa brisure, quoi, en liberté. C'est-à-dire, c'est rare enfin, c'est quelque chose qui irrigue tout le cinéma de Salvadori, mais une mélancolie qui arrive constamment à être sublimée par, en plus, des trouées, mais de tout type d'humour. C'est-à-dire de l'humour langagier qui est vraiment excellent. Enfin, il y a le personnage de Dre Totu. C'est pas un personnage qui est drôle en soi, mais à chaque fois qu'elle parle, il y a toujours un décalage et un jeu avec son interlocuteur ou son interlocutrice qui est fascinant. Et en même temps, ça refuse pas un humour de situation qui peut parfois être proche d'un humour canal, presque. Oui, il y a différents registres d'humour, effectivement, qui se mélangent. Voilà. Oui. On a l'impression qu'il est suffisamment arrivé à maturation à ce stade de sa carrière dans l'écriture, dans la mise en scène, pour aller puiser dans différents registres de comiques à alterner. Que toute la tristesse et une espèce de bile noire qui est contenue chez Salvadori a trouvé vraiment son point de combustion dans En Liberté, ce qui en fait un film incroyablement faussement triste et véritablement drôle et vraiment excellent. C'est vraiment excellent. Et en quoi est-ce si différent de la comédie française contemporaine que tu évoquais à l'instant, Clément? Mais dis donc, pourquoi donc? Juste avant, je parlais de mon quête de François Damiens. C'est-à-dire, En Liberté, c'est un film qu'on peut pitcher, puisqu'il y a pitcher quand on parle de manière horrible. Je m'adapte à la. Ça m'arrive. Je m'adapte aussi à la Startup Nation et au langage des producteurs qui demandent qu'on leur pitch des films sur un coin de table. Ouais, c'est horrible. Mais bon. C'est horrible. On s'y met. Et c'est que on peut. C'est un peu plus compliqué à pitcher. Il y a plusieurs pitchs au sein du film, c'est-à-dire qu'il y a différents récits qui s'imbriquent les uns dans les autres. Des poupées gigognes de pitch. Mais oui, c'est-à-dire qu'on peut extraire cette chose qui est si souvent oubliée dans le cinéma comique français, qui est un scénario. C'est fou quand même. C'est fou ce qu'on se rend pas compte parfois à quel point ça manque. Enfin, si on s'en rend compte. On peut parler de J'ai perdu Albert avec Stéphane Plaza si tu veux aussi. Oui, par exemple, on pourrait faire une étude comparée entre J'ai perdu Albert avec de l'immense Didier Van Kovlart. Bien sûr. Donc il y a la différence entre un film invertébré comme J'ai perdu Albert et un film vertébré avec des nerfs, des terminaisons nerveuses comme En Liberté. Est-ce que tu es en accord avec ce constat, Marine, ou est-ce que tu es plus sympathique, plus bienveillante à l'égard de la comédie française? Je n'oserais me prononcer sur la comédie française. On peut s'en tenir aussi au film de Pierre Salvadori. Ouais, je suis désolée, j'ai pas vu Alad 2, donc je me sens pas légitime. Non, mais tu as vu Le Grand Bain, par exemple. J'ai vu Le Grand Bain, que j'ai beaucoup aimé. Voilà. Donc, c'est quand même une époque où, contre toute attente, il y a plusieurs comédies françaises. Peut-être toutes ne prétendent pas au niveau du Salvadori, mais il y a plusieurs propositions de comédies françaises qui, disons, à tout le moins, tiennent la route. Oui, voilà. Alors, le Grand Bain, il y a moins de surprises. C'est-à-dire que le scénario, les dialogues sont sympas, mais en fait, le récit lui-même, on s'y attend. Il est hyper attendu, quoi.
la jouissance dans le grand bain, elle est dans le jeu des acteurs, dans les échanges qu'ils ont entre eux, certainement pas dans la révélation ou dans la surprise de ce que, du film. Donc c'est différent. À mon avis, le Salvadori est un petit... Alors j'aime beaucoup le grand bain, mais je pense que le Salvadori est quand même un petit peu supérieur de ce point de vue-là. C'est-à-dire qu'on est quand même plus surpris, on ne sait pas où ça va nous mener, quoi. Donc il y a une forme de plaisir qui est différente. Il y a une valeur ajoutée. Est-ce que ce ne serait pas la mise en scène aussi, cette valeur ajoutée ? On l'oublie des fois. C'est vrai. Dans la comédie, oui, peut-être que dans le cinéma, dans la comédie française, on oublie peut-être cette composante-là. On l'a vu à Cannes, tous, au Fiche du cinéma, et moi je retiens. Je pense que la mise en scène est très, très élégante. Je pense qu'elle n'est pas fonctionnelle, mais j'en ai pas des souvenirs non plus. D'accord, donc tu penses que c'est pas l'élément déterminant chez Salvadori ? Pas dans celui-ci. C'est pas, je pense que c'est là où pas dans Liberté que c'est le plus flagrant en tout cas. Après ça participe forcément du rythme. Bien sûr. Donc, presque dans ce film-là il n'y a pas de natation synchronisée. C'est un peu la limite. Tu nous as pas bien lancé là. C'est juste que faut savoir recevoir aussi. C'est-à-dire que la radio c'est avant tout un échange, j'ai envie de te dire. Donc, Oui Marine, tu voulais ajouter un mot ? Non, je disais que finalement le seul défaut de ce film, c'est qu'il n'y a pas de natation synchronisée, qui était quand même... C'est une belle façon de conclure cette discussion sur le nouveau film de Pierre Salvadori, donc, qui, encore une fois, sera visible en salle à compter de la semaine prochaine. Je retiens donc que les questions de mise en scène intéressent assez peu, somme toute, Clément Deléchaud. On poursuit cette table ronde avec Heureux Lazzaro. Je plaisante, Clément. Je sais bien que c'est tout le contraire. Parlons mise en scène. Voilà, parlons mise en scène. Parlons pastoral. Quelle était ton expression ? Pastoral social. Pastoral social. Alors parlons pastoral social. Parlons donc du nouveau film d'Alice Rohrwacher, dont c'était après Les Merveilles la deuxième sélection cannoise en compétition officielle. Ça s'appelle donc Heureux comme Lazzaro. Un petit pitch en quelques mots. À l'île Violata, un village italien coupé du monde au point d'ignorer à peu près tout du monde moderne, la marquise de Luna règne sur ses paysans comme cela se faisait à peu près sous l'Ancien Régime. Parmi eux, le naïf et jeune Lazzaro qui va se lier d'amitié avec Tancredi, le fils de la marquise. Ensemble, ils vont orchestrer le faux enlèvement de Tancredi. Je n'en dirai pas plus, à vous d'aller plus avant dans le récit si vous le jugez nécessaire, car le film est pour ainsi dire scindé en deux temporalités distinctes. C'est avec Adriano Tardiolo, Luca Ciccovanni, Sergi Lopez et la frangine Elba Rohrwacher. Enfin, la frangine de la réalisatrice, pas la mienne, je la connais pas. Très bien, passons outre ce moment de gêne. Marine. Ah bah moi je l'ai pas vu. Allez, voilà, ça c'est de la gêne. Oui, non, moi Corentin. j'ai vu, c'est bon. T'inquiète pas. J'ai vu la bande-annonce, si vous voulez, je peux en parler. Alors, est-ce que tu as vu une image du film, une affiche ou quelque chose qui... Non ? Peut-être tu peux commenter un visuel. Hein. Non, je vais m'en passer. Alors on va repartir sur Corentin. Allez. J'ai vu le film si ça intéresse. Oui, ça nous intéresse ça. Alors non, mais franchement c'est un joli film, c'est vraiment un beau film. Ce qui est intéressant depuis. Ça commence à se scandaliser de l'autre côté de la table. Alors un joli film, tu me disais. Joli. Bon, ok, on va y venir justement. Ce qui est intéressant avec Alice Rohrwacher, c'est que elle était un peu arrivée de nulle part avec Les Merveilles. Je pense pas que c'était son premier, je sais pas. Enfin, deuxième. Voilà, son deuxième film qui était reparti avec le Grand Prix, là, le prix de la mise du scénario, je crois, à Cannes. Du coup, c'est quelqu'un qui est déjà installé en fait. Et c'est assez étonnant parce que, moi, je trouvais que Les Merveilles étaient assez magnifiques. Et en même temps, on sentait des balbutiements de quelque chose qui pouvait être encore meilleur à l'avenir. Donc ça méritait un peu encore de travail. Et celui-ci, j'ai l'impression que il explore encore les mêmes sujets, les mêmes thèmes. Et il les clarifie, donc alors ça c'est le côté du film que je reprocherais, mais en gros l'idée c'est de mélanger donc l'aspect un peu conte, fable du film dans le film, et en même temps de parler donc de réalisme social, enfin d'une certaine position dans la société, de mélanger les deux. Dans Les Merveilles c'était très bien fait, je trouvais, et là dans celui-ci ce qu'il faut savoir c'est que le film est coupé en deux. C'est pas un spoiler, hein, ils le mettent même dans la bande-annonce. C'est-à-dire que la première moitié du film est une espèce de conte un peu fantastique presque, avec
une ambiance très ensoleillée, une espèce de bulle coupée du monde où le temps s'écoule différemment. Et la seconde moitié du film, c'est une espèce de versant de négatif complètement dépressif du premier, où on va dans la ville complètement décrépite par le temps. Les paysans du début, qui étaient déjà un peu exploités, on le sentait en fait, sont devenus des espèces de clochards qui habitent à côté dans une gare abandonnée. Là où je trouve que c'est un peu dommage, parce que c'est vrai que franchement c'est assez bien fait, mais oui, je pense que c'est avant toute chose un joli film. Voilà, c'est un joli film. Alors, je boue. Voilà, ça m'a pas retourné le cœur, l'esprit. Enfin voilà, c'est bien fait, mais je trouve que c'est un peu trop séparé à mon goût. C'est-à-dire que je trouvais ça mieux dans Les Merveilles, dans le sens où les deux versants du film se fusionnaient entre eux. Enfin, le film redevient disons un peu plus beau quand par exemple elle réinvestit l'imaginaire dans le réel, notamment dans la scène de l'église par exemple, où une musique apparaît d'un coup alors qu'il n'y a pas de musicien. Enfin, je crois que c'est ça qui se déroulait. Et là quand les deux sont mis ensemble, je trouve ça très beau. Quand c'est soit l'un soit l'autre, je trouve ça un peu dommage en fait. Telle une bête féroce dans son enclos, il martelait du sabot le sol. Oui, c'est Clément Deléchaud. Alors, dis-nous en plus sur ce beau film, sur ce joli film bien fait. Oh là là, quelle horreur. Je trouve que c'est un chef-d'œuvre complet. Ce que je trouve, contrairement à je suis pas d'accord avec Corentin là-dessus, c'est justement, je trouve que ce qui est vraiment magnifique avec Heureux comme Lazzaro, c'est cet alliage que fait Alice Rohrwacher de italianité de type d'italianité au cinéma en fait. C'est-à-dire la première partie, c'est vrai, qui est vériste vraiment complètement, avec toujours, c'est vrai, cette idée d'une sorte d'onirisme un peu panthéiste, voire même un peu alchimique, c'est-à-dire un rapport aux éléments qui est très étrange et qui est assez fascinant, puisqu'il y a cette idée de représentation d'un monde pastoral, mais toujours ce qui est assez fascinant avec ce rapport quand même à l'exploitation, puisque justement le principe, c'est que c'est une ferme qui s'appelle donc l'Inviolata, c'est l'inviolé, qui est quand même tenu avec le Mirador même pas bourgeois, aristocrate, qui tient ses qui est vraiment paysans. une enclave dans la modernité. Et c'est une servitude involontaire complète, et avec ce matériau vériste, de sublimer ça dans une deuxième partie qui, c'est vrai, peut rappeler, avoir des réminiscences avec le néoréalisme italien par exemple, et à la jonction entre ces deux temporalités. Voilà, il y a un récit qui est vraiment sec comme une parabole, puisqu'on suit Lazzaro qui est comme Lazzaro, qui va renaître, revenir d'entre les morts. Qui en plus de renaître est un peu l'innocent, par définition, l'innocent absolu. Le Candide complet. Et je sais plus où j'en étais dans ce que je disais, donc avec ce récit vraiment sec comme une parabole, qui peut sembler un peu schématique, il y a des trouées très belles et extrêmement humbles. Et moi, je trouve que ça me bouleverse. Enfin, Corentin parlait d'une scène dans une église. C'est pas exactement ce qui se passe. C'est-à-dire que c'est plus, dans la deuxième partie, c'est vraiment une volonté de magnifier le braconnage, puisque c'est des gens qui vivent en friche, près des zones industrielles. Et ce qui est très beau, c'est aussi ce que ça dit sur l'Italie actuelle, sur malheureusement la situation actuelle en Italie qui est assez désastreuse. Je disais tout à l'heure dans mon petit billet d'humeur introductif que je ne dirais rien de la situation actuelle de l'Italie, mais le film le fait pour moi. Et le film justement se love un peu dans cette décrépitude complète, c'est-à-dire il suffit d'aller dans n'importe quelle ville italienne pour voir des anciens palais décrépits où vivent des ex-aristocrates déchus, et donc voilà, avec le film mélange tout ça, et je trouve que c'est vraiment magnifique, et en reprenant l'idée à travers ce personnage matriciel de Lazzaro finalement d'une sainteté coupable. C'est-à-dire, est-ce que la sainteté n'est pas le premier symptôme d'une criminalité dans un monde pourri, quoi. C'est quand même magnifique.
Corentin, je dois dire que je suis d'accord avec toi. Je passais une partie de l'émission à charrier, mais je suis absolument d'accord avec toi sur Heureux comme Lazzaro. Corentin. Oui, non, mais il y a une naïveté, une innocence très touchante dans le personnage, qui est un peu vu comme une espèce d'éponge qui va absorber un peu toute la bonté pour ensuite la recracher dans une deuxième partie, là où elle a priori disparu. Là, après, voilà, moi, je sais pas quoi penser, par exemple, de la fin du film. On va pas en parler, mais moi, je la trouve un peu problématique, voire contre-productif comparé à ce qu'on a voulu nous montrer pendant tout le film. Je sais pas ce que Clément pense de cette fin, mais moi, je m'en souviens encore comme étant un peu... Alors, c'est peut-être délicat, effectivement, de l'évoquer. Elle est... C'est-à-dire, sans dévoiler des éléments de récit. Non, mais elle est logique si on considère la trajectoire d'un saint, quoi. C'est-à-dire, on reste sur la parabole, on reste sur l'idée d'une parabole, c'est-à-dire forcément que la vie d'un saint termine mal. Eh bien, sur ce mot désespéré, et que donc j'aime beaucoup, je vous signale, chers auditeurs, qu'Heureux comme Lazzaro sera en salle à partir du 7 novembre, et j'ai envie, parce qu'il nous reste un petit peu de temps, que nous disions quelques mots, allez, en 5, 6, 7 minutes peut-être, tout au plus, à propos du nouveau film d'un des plus grands cinéastes français contemporains, d'ores et déjà. Allez, je me mouille. Oui. Sophie Antipolis, le nouveau film de Virgile Vernier. Corentin, Clément, vous l'avez vu tous les deux. Est-ce que vous pouvez nous dire de quoi ça parle? Ça va être un petit peu compliqué, peut-être une atmosphère générale, un contexte global, et puis ce que vous en avez pensé. Je vais être très gentil aujourd'hui. Enfin, souvent, au fil du cinéma, je suis un peu... Tu te rattraperas la prochaine fois. Pour le père Fouettard, Heureux comme Lazzaro et Sophie Antipolis sont mes deux films préférés de l'année pour l'instant. Donc Sophie Antipolis, Virgile Vernier donc, reprend là aussi ses thèmes de prédilection, c'est-à-dire une urbanité transitoire qui est un peu symptôme de l'aliénation, d'une aliénation complète, quoi, consommée. Là donc Sophie Antipolis, donc une ville, alors si je dis pas de bêtises, au nord de Cannes, donc, qui n'est entre la montagne et la mer, donc qui est dans un sas, quoi, qui n'est finalement presque nulle part. Qui est, si je ne m'abuse, une sorte de grand projet hérité des 30 Glorieuses. Oui. Ouais, c'est une technopole, c'est même pas une ville officiellement. Ça, ouais. Oui, c'est là où ils ont les sociétés, etc. Enfin, c'est un centre de technologie, quoi. Ouais. C'est une ville macroniste. C'est une sorte de Silicon Valley à la française. Je pense que c'est ce qui a plus ou moins motivé le projet. Et donc, je te laisse poursuivre. Et donc dans cet environnement qui a l'air inifugé mais qui est déjà complètement en train de brûler, se joue donc une apocalypse. C'est un film apocalyptique, un peu en sourdine, où on va suivre avec un système presque marabout bout de ficelle. En fait, on va suivre une trajectoire d'un personnage qui cherche quelque chose, et ensuite ce personnage va croiser quelqu'un, on va finir par suivre son histoire. Donc c'est assez filandreux, c'est assez difficile de définir. Il y a un scénario assez précis, il y a plusieurs histoires qui s'enchassent. Alors là, c'est pas un film gay. C'est un film que moi je trouve extrêmement présentiste, donc vraiment très triste. C'est-à-dire tout le monde est coincé. C'est un film de sas, tout le monde est coincé. Tout le monde erre. Il y a plus de passé, il y a plus de futur en fait. C'est-à-dire tout le monde est confronté à son devenir inexistant, quoi, à son devenir dans la fin du monde. C'est assez délicat d'en parler. Je trouve que c'est assez, maintenant c'est assez galvaudé comme expression, mais c'est vraiment qu'on peut dire un film expérience, quoi. C'est une immersion dans un. Non, ce qui est fascinant, c'est que c'est une radiographie que je trouve vraiment brûlante et extrêmement pertinente d'une certaine forme de cauchemar français et de cauchemar européen et mondialisé. De cauchemars racistes, de cauchemars complotistes. Voilà, c'est la représentation d'un cauchemar dont on ne peut même plus réchapper.
Voilà. Corentin. Oui, Ça réveille pas. Bah non. c'est un film qui pour le coup est réussi dans ce qu'il veut faire, c'est-à-dire c'est un film de circulation où on passe d'un personnage à un autre, du réel à la fiction, on sait plus trop où sont les frontières de quoi que ce soit, on passe de la mer à la montagne, d'un âge à un autre, d'une scène à une autre, enfin sans vraiment qu'on nous avertisse, quoi. Il y a rien qui est posé, il y a aucun contexte. On suit simplement des âmes un peu en perdition qui essaient de meubler leur vie un peu vide. Ce qui est intéressant, c'est que du coup le film parle de beaucoup de choses sans vraiment les expliciter de lui-même, c'est-à-dire que les personnages parlent tout seuls de choses qui sont simplement évoquées, ou voilà, il se passe pas 10 000 choses à l'écran, et en même temps beaucoup de choses sont évoquées. C'est pas un film qui explicite un peu l'apocalypse, comme tu dis Clément, je trouve. Que c'est sous-entendu en fait. Moi là où le film m'a un peu moins convaincu, mais je vais pas faire mon rabat-joie ce soir, mais c'est que je trouve qu'à la fin, au final, en ayant un peu toutes ces figures, tous ces courants, j'ai eu un peu l'impression d'avoir un espèce de passage en revue de toutes les peurs contemporaines, un peu esquissées. Les migrants, la xénophobie. Un effet catalogue qui est l'une des forces du travail de Virgile Vernier et qu'on peut éventuellement lui reprocher en effet. Voilà, moi je trouve que c'est quelqu'un de très talentueux, franchement ça se voit, c'est indéniable, et c'est quelqu'un de très fort, et je pense qu'il le sait d'ailleurs, et que des fois il se repose un peu sur ce côté, voilà, en fait ce regard, il a un regard qui permet de montrer beaucoup de choses en très peu de scènes, enfin voilà, il a vraiment cette acuité là visuelle qui permet de parler de beaucoup de choses, mais je trouve que ça peut desservir dans le sens où peut-être qu'il faudrait mieux choisir un angle. Il a un regard d'autant plus, justement, qui est d'autant plus pertinent que si on prend par exemple l'exemple des migrants dans le film, on va en voir aucun, mais ils vont être constamment en filigrane, et c'est-à-dire que c'est un film où il n'y a pas d'événements qui se passent, c'est-à-dire les événements sont déjà passés ou vont arriver et on les attend fébriles. Donc c'est ça qui est assez fort, c'est que c'est un film où il ne se passe présentement rien. Et je trouve que ça représente finalement assez bien une certaine forme d'état d'esprit contemporain, où de toute façon on ne veut pas, on n'écoute pas le passé, et où le futur est tellement incertain qu'on ne peut même pas l'esquisser en fait. Donc c'est dans cette boucle involutive que le film évolue, et c'est ce qui est terrifiant et magnifique. Eh bien, un film dans lequel il ne se passe présentement rien, chers auditeurs, contre toute attente. C'est une promesse. Allez-y, et je vous enjoins à aller voir donc Sophie Antipolis, le nouveau film de Virgile Vernier. C'est en salle à compter du 31 octobre. Corentin, Marine, Clément, je vous remercie. Nous vous retrouverons très prochainement, et la rédaction des fiches sera présente sans doute le mois prochain sur ces mêmes ondes et à cette même table pour évoquer l'actualité des sorties en salle. Encore une fois, merci et bonne soirée.